La veille de Noël, la fille de mon frère a déchiré mon cadeau et a ricané, « Papa dit que tu n'achètes que de la camelote. » Sa femme a hurlé de rire. Je suis restée silencieuse. Cette nuit-là, j'ai bloqué leur carte de crédit. À 7h22 du matin, leur paiement a été refusé à la caisse du magasin. Et puis, j'ai su que ce serait gênant, à la seconde où je me suis garé devant la maison de mes parents, et que j'ai vu le SUV flambant neuf de mon frère dans l'allée. Ce même frère dont j'ai discrètement payé le loyer le mois dernier, ainsi que sa facture de gaz. Mais bien sûr, pas question pour lui de prendre une voiture moins chère, et encore moins de me remercier. La veille de Noël a toujours été une danse étrange pour moi. Sourire, hocher la tête, faire comme si je ne savais pas qu'il parlait dans mon dos. Il, c'est-à-dire mon frère, Jake, sa femme, Amanda, et leur adorable progéniture démoniaque de 10 ans, Ellie. Ma fille, Ava, s'accrochait à ma main alors que nous nous approchions de la porte. Elle avait 7 ans, et possédait encore cette douce innocence qui me donnait envie de la protéger de tout, y compris de ma propre famille. Elle serrait un petit sac qu'elle avait décoré elle-même. À l'intérieur, il y avait un bonhomme de neige en argile qu'elle avait fait pour sa grand-mère. On aurait dit qu'il avait fondu au micro-ondes, mais c'était mignon, parce que c'était elle qui l'avait fait. Mes parents ont ouvert la porte comme ils le faisaient toujours, avec une gaieté excessive. Les yeux de ma mère ont balayé les cadeaux dans mes mains, et elle a fait son petit fredonnement habituel. Pas de bonjour, juste ce fredonnement déçu, comme si elle s'attendait à plus. À l'intérieur, Jake était déjà affalé sur le canapé, une bière à la main, comme s'il habitait là. Amanda était assise à côté de lui, faisant défiler son téléphone, me jetant de temps en temps des regards comme si je sentais mauvais. Ellie était assise au milieu du salon, entourée d'une montagne de cadeaux, dont aucun n'avait attendu pour être ouvert. J'ai placé mes boîtes modestement emballées sous le sapin. Mes cadeaux n'étaient pas tapés à accent grave-l'œil, mais j'avais pris le temps de les choisir. Des choses attentionnées, des choses que je pouvais me permettre. Après avoir aidé à payer les factures de Jake, j'ai donné son cadeau à Ellie, un set de coloriage avec des crayons aquarellables, des carnets de croquis et un kit de bijoux à faire soi-même. Elle l'a déchiré et a immédiatement retroussé son nez. Papa dit que tu n'achètes que de la camelote. Silence, à l'exception du rire d'Amanda. Elle a vraiment ri fort, un rire qui résonnait comme si sa fille venait de raconter la blague de l'année. Jake n'a pas dit un mot. Il m'a juste souri d'un air narquois, comme si nous étions de retour au lycée et qu'il venait de me mettre le visage dans la neige. Mes parents? Rien. Pas un mot. Ma mère a cligné des yeux, comme si elle hésitait entre gronder Ellie et être d'accord avec elle. Mon père regardait le plafond. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là. Ava a serré ma main et m'a regardé, confuse. Cette nuit-là, j'ai attendu d'être de retour dans ma chambre, chez eux. Oui, chez eux. Parce qu'ils avaient insisté pour que nous restions tous dormir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte joint que j'utilisais pour gérer les factures de Jake. J'ai bloqué chaque carte, désactivé les prélèvements automatiques, changé les mots de passe, et fermé la ligne de crédit d'urgence qu'ils utilisaient au cas où. Le lendemain matin, à exactement 7h22, pendant que je sirotais mon café et regardais Ava jouer tranquillement avec ses poupées, Jake et Amanda se faisaient humilier à la caisse de je ne sais quel magasin de jouets hors de prix où ils s'étaient précipités à la dernière minute. Ma mère a déboulé dans le salon, son téléphone à la main, le visage rouge, me demandant si j'avais touché au compte de Jake. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je me suis tourné vers Ava et je lui ai demandé si elle voulait aller se promener avant le petit déjeuner. Elle a hoché la tête. J'ai quitté la pièce sans un mot de plus. Nous n'avons pas marché loin, juste le tour du pâté de maison. C'était silencieux, à l'exception du bruit de la neige sous nos bottes. Ava tenait ma main sans dire grand-chose, mais je sentais qu'elle pensait à ce qu'Ellie avait dit. Elle a finalement levé les yeux vers moi et a demandé doucement, « Pourquoi elle a dit que ton cadeau était de la camelote ?» Je ne savais pas comment expliquer la cruauté, celle qui se transmet comme un héritage, comment elle commence avec des parents qui trouvent des excuses, et se termine avec des enfants qui pensent qu'il est normal d'humilier les autres. Alors, j'ai simplement dit qu'elle avait tort. Quand nous sommes rentrés à la maison, la tension nous a frappés comme la chaleur d'un four. Amanda faisait les 100 pas dans le couloir, son téléphone sur haut-parleur, en train d'agonir un pauvre employé du service client de sa banque. Jake était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Mon père restait à sa place habituelle, feuilletant le journal comme si de rien n'était.
Et ma mère, elle a eu le culot de m'accueillir comme si je venais de mettre le feu au sapin. Tommy, tu as fait quelque chose à leur carte? Je n'ai même pas fait semblant de jouer l'idiote. J'ai juste dit oui et je suis passé devant elle. Ava est allée au sous-sol pour jouer avec ses poupées, et je me suis assise sur le bord du lit d'Amy, sentant mon rythme cardiaque se calmer. Quelques minutes plus tard, Jake est entré. Pas de cris, pas de drame, juste ce petit demi-sourire suffisant, comme s'il me mettait au défi de reculer. Tu as bloqué les comptes. Oui. Et la ligne de crédit a disparu. Il n'a pas dit un mot de plus. Il a juste quitté la pièce. J'ai entendu la voix d'Amanda monter d'en bas. Quelque chose à propos de fraude, de poursuite judiciaire, que c'était de l'abus financier. J'ai souri pour la première fois de la journée. Au petit déjeuner, ma mère a agi comme si de rien n'était. Elle a servi des crêpes et m'a demandé si je comptais toujours aller à la messe de minuit. Je l'ai ignoré. Mon père a pris soin de ne rien dire du tout. Ava a à peine touché à sa nourriture. Elle a gardé les yeux baissés tout le temps, silencieuse et prudente. Je détestais ça. Plus tard, je suis allé à la cuisine pour chercher un encas pour Ava, et je les ai entendus. Mes parents, chuchotant comme des adolescents qui se racontent des ragots dans les vestiaires. Elle n'était pas obligée de faire une scène, a dit ma mère. Elle transforme toujours tout en drame. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de marcher sur des œufs, a répondu mon père. Je suis entré directement et j'ai demandé s'ils pensaient qu'Ellie avait inventé cette insulte toute seule. Ils n'ont pas répondu. J'ai demandé si ça leur était déjà venu à l'esprit que Jake lui avait peut-être mis ses horreurs en tête, et qu'ils avaient simplement laissé passer, parce qu'ils laissaient toujours tout passer. Toujours rien. Alors, je leur ai dit la partie qu'ils n'avaient jamais voulu savoir. C'est moi qui paie leur hypothèque. L'expression sur leur visage aurait été drôle si elle n'avait pas été si pathétique. Ma mère a cligné des yeux. Mon père est devenu blême. Chaque mois, ai-je ajouté. Pendant que vous vous vantiez que Jake se remettait sur pied, c'est moi qui payais ses factures, qui achetais les fournitures scolaires d'Ellie, et qui couvrait les courses qu'Amanda publie sur les réseaux sociaux comme si c'est elle qui les avait payées. Ma mère a essayé de dire quelque chose sur ma dureté. Je l'ai interrompu. Tu veux parler de dureté? Ellie m'a humilié devant tout le monde, et vous avez ri. Ils ne l'ont pas nié. Cette nuit-là, je suis resté dans mon coin. Ava et moi sommes restés dans la chambre et avons regardé un vieux film sur mon ordinateur, pendant que les autres tournaient en rond comme s'ils étaient les victimes. Ava s'est penchée contre moi et a murmuré, « Je suis contente qu'on ne soit que nous deux. » J'ai failli pleurer, parce que pour la première fois, j'ai tout compris. La famille, ce ne sont pas ceux qui partagent votre nom. Ce sont ceux qui partagent votre silence, vos petits moments, votre confiance. Et pour moi, c'était Ava. Le reste, ce n'était que du bruit que je portais depuis trop longtemps. Ils étaient partis quand je me suis réveillé. Pas un mot à personne. Pas d'au revoir, pas d'excuses maladroites, pas même un commentaire passif-agressif. Simplement partis. Jake et Amanda avaient fait leurs valises avant le lever du soleil et avaient laissé Ellie avec mes parents. Apparemment, leur véritable urgence familiale était de trouver comment survivre sans mon argent. J'ai trouvé Ellie dans le salon, assise trop près de la télé avec un bol de céréales sèches. Personne n'avait même pris la peine de l'aider avec son petit déjeuner. Ma mère était dans la cuisine, faisant semblant que tout était normal, fredonnant comme si elle était la star d'un film de Noël idyllique. Mon père était sur le porche arrière, fumant un cigare. Il prétendait toujours avoir arrêté. Personne n'a mentionné ce qui s'était passé la veille. J'ai commencé à faire mes bagages tranquillement, juste les vêtements d'Ava et les quelques affaires que nous avions apportées. Ma mère l'a remarqué et m'a demandé si nous partions plus tôt. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste dit oui. Elle m'a suivi jusqu'à l'allée, une tasse de café à la main, comme si nous avions une conversation décontractée. Tu sais, a-t-elle dit, ton frère traverse une période difficile. Tu aurais peut-être pu gérer les choses différemment. Peut-être, ai-je répondu, mais je ne l'ai pas fait. Elle a froncé les sourcils, comme si je venais de la décevoir pour la 100e fois, et s'est retournée sans un mot de plus. Pas de câlin pour Ava, pas d'au revoir, elle est juste rentrée comme si elle avait du linge à faire. Ava et moi avons roulé en silence pendant un moment. Elle a regardé par la fenêtre et a demandé si nous pouvions mettre nos propres décorations, même si Noël était presque terminé. Je lui ai dit que nous pouvions les laisser toute l'année si elle le voulait.
Elle a souri et a dit, juste nous la prochaine fois, d'accord? C'est là que j'ai décidé, plus d'invitations. Plus de partage des fêtes, plus de cadeaux soigneusement choisis pour me faire mépriser ou ignorer. Je ne le ferai plus. Je n'allais pas élever Ava dans un environnement où les personnes les plus bruyantes et les plus impolies étaient toujours excusées, et où l'on attendait des plus calmes qu'elle porte tout le fardeau. Nous nous sommes arrêtés dans une petite boutique sur le chemin du retour et avons acheté des guirlandes lumineuses et quelques ornements violets. Ava a choisi un petit renne en peluche et l'a appelé Pancaque, sans raison. Nous avons ri tout le long du trajet. Cette nuit-là, après qu'elle se soit couchée, j'ai vérifié mon téléphone. Des dizaines de textos et d'appels manqués. Jake, on a compris. D'accord? Tu peux débloquer les comptes maintenant? On a des factures. Amanda, tu nous punis pour quelque chose qu'un enfant a dit. Tu as besoin d'aide. Maman, je sais que ça a été dur pour toi, mais ne jette pas ta famille par orgueil. Jake a besoin de toi. Ellie a besoin de stabilité en ce moment. La stabilité. Ils utilisaient ce mot comme si je n'avais pas été la seule raison pour laquelle ils l'avaient eu. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai commencé à tout fermer pour de bon. J'ai clôturé l'épargne jointe, annulé les virements automatiques, et me suis retiré de tout lien que j'avais avec leur chaos. Puis je suis allé plus loin. J'ai contacté le propriétaire du logement de Jake. Il s'est avéré que j'étais toujours co-signataire sur le bail, quelque chose que j'avais oublié avoir accepté il y a des années. J'ai envoyé les papiers pour me retirer. Le lendemain, Jake a appelé. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal. Ce n'est plus drôle. Ils disent qu'on pourrait être expulsé. Tu veux qu'Ellie soit à la rue? C'est ça que tu veux. Je l'ai écouté 2 fois, non pas parce que je me sentais coupable. Je voulais me souvenir du ton de sa voix quand il a compris. La belle vie était finie. Ava et moi avons passé la journée à installer les lumières dans l'appartement. Elle a insisté pour qu'elle fasse le tour des fenêtres, et quand nous avons eu fini, elle a éteint toutes les lampes juste pour les regarder briller. Nous nous sommes assises par terre, mangeant du popcorn au micro-ondes et regardant un vieux dessin animé, et elle s'est penchée contre moi et a dit, c'est le meilleur Noël. Et d'une certaine manière, c'en était un. Pas de faux sourires, pas d'insultes cachées derrière des rires. Pas de faux semblants, juste nous deux, enfin en paix. Je n'avais pas eu de nouvelles de Jake ou d'Amanda depuis 5 jours. Le plus long silence de leur part depuis des années. Pas de textos, pas de messages vocaux, pas de culpabilisation, juste un silence bienheureux. Ava et moi avions trouvé un rythme. Dessins animés le matin, bricolage l'après-midi, dîner, juste nous deux. Pour une fois, nos vies nous appartenaient vraiment. Puis, un jeudi matin pluvieux, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce que je parle à Tommy Turner? Oui, c'est moi. Ici Donna, du service de facturation du district. Nous appelons pour le suivi du solde de scolarité impayé pour Ellie Morris. Je me suis figé. Elle a continué comme si c'était un appel de routine, comme si elle ne venait pas de me mettre un coup de poing dans l'estomac. Vous êtes toujours listé comme la partie responsable. Nous avons envoyé 2 avis mais n'avons pas reçu de paiement. J'ai dit, je n'ai rien signé pour Ellie. Eh bien, a-t-elle dit, essayant clairement de rester polie, vous êtes listé sur la demande. Il y a une signature. L'appel s'est terminé avec sa promesse de m'envoyer par email le formulaire d'inscription scanné. 10 minutes plus tard, il est arrivé dans ma boîte de réception. Il y avait mon nom complet, mais la signature n'était pas la mienne. L'écriture était celle d'Amanda. Elle m'avait inscrite pour être financièrement responsable du programme périscolaire privé d'Ellie, quelque chose qu'il n'avait même pas mentionné à Noël. Il y avait près de 3 000 € d'arriérés de scolarité. Je suis resté là, incrédule. Et la partie qui m'a le plus frappé, c'est que je n'avais même pas scié en entendant le montant. C'est dire à quel point j'étais habitué à être exploité. Je suis allé directement au bureau du district scolaire et j'ai demandé à voir quelqu'un en personne. Une femme derrière le comptoir m'a regardé droit dans les yeux et a dit, s'il s'agit d'une fraude, vous devrez déposer une plainte à la police et soumettre une déclaration sous serment notarié. Sinon, vous êtes responsable. Pas d'émotion, pas de sympathie, juste la politique. Très bien. Je suis parti, je suis allé directement au poste de police, et j'ai déposé la plainte. L'officier a examiné les documents et m'a demandé si j'étais prête à porter plainte. Oui,
ai-je dit sans hésitation. Ils ont fait ça exprès. Cette nuit-là, j'ai reçu le premier message en colère. Amanda, tu es sérieuse avec cette histoire d'école? Tu aurais pu nous le dire. Puis un autre. Amanda, c'était une erreur. Tommy, pourquoi es-tu si vengeresse? Ellie adore ce programme. Puis Jake, tu exagères complètement. Arrête de créer des drames là où il n'y en a pas, mais ils savaient ce qu'ils avaient fait. Ce n'était pas une confusion. Ils étaient juste habitués à ce que je règle ça discrètement. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ça a empiré. J'ai reçu une alerte de mon logiciel d'impôt. Ma déclaration de revenus de 2024 avait été signalée parce qu'Ava avait déjà été déclarée comme personne à charge par quelqu'un d'autre. Mon estomac s'est noué. Je me suis connecté et j'ai consulté la notification de fraude. Le système indiquait le nom de Jake. Il avait fait sa déclaration tôt, probablement désespéré d'obtenir un remboursement rapide, et il avait déclaré Ava comme sa fille. Il avait volé son identité pour me voler. Je suis restée assise là, tremblante, ne pleurant pas, juste complètement immobile. C'était une chose d'utiliser mon argent, de mentir, de parler dans mon dos, mais de prendre le nom d'Ava, ses informations, pour son propre profit. Cela dépassait une ligne que je ne savais même pas exister. J'ai appelé ma comptable et j'ai tout expliqué. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, « Tommy, nous devons régler ça maintenant, et tu dois le dénoncer. » J'ai déjà déposé une plainte hier, ai-je dit. Ça ne fait qu'en rajouter. J'ai passé les 3 heures suivantes à rassembler des documents, copies d'actes de naissance, dossiers scolaires, tout ce qui prouvait qu'Ava était la mienne. Ma comptable a envoyé une déclaration légale au fisc le jour même. Cette nuit-là, j'ai reçu un dernier message vocal de Jake. C'était 1 minute et 22 secondes de pure bile. Tu es en train de tout gâcher. Tu ne comprends pas à quel point les choses sont dures pour nous. Nous comptions sur ce remboursement. Ellie a besoin de l'école. Amanda a besoin de médicaments. Tu es sans cœur. Tu es malade. Tu essaies de détruire nos vies pour quelques signatures. Tu veux jouer à ce jeu. Très bien, mais ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que tu es toute seule. J'ai sauvegardé le message vocal. Puis j'ai appelé mon avocate. J'avais aidé Jake avec ses impôts, ses factures, son hypothèque et son loyer pendant 4 ans. J'avais des archives, des captures d'écran, des relevés bancaires, des contrats. Je ne me contentais plus de les couper des vivres. Je documentais tout. J'ai dit à mon avocate que je voulais déposer une mise en demeure formelle. Je voulais me retirer de tous les documents légaux, financiers et de logement qui me liaient à eux, de manière permanente. Et juste au moment où je pensais que la semaine ne pouvait pas être pire, une lettre est arrivée par la poste. Un avis d'une agence de recouvrement, pour une carte de crédit ouverte à mon nom il y a 5 ans. Une que je n'avais pas utilisée et que j'avais complètement oubliée. Le solde, au maximum. Le nom de Jake était listé sur le compte d'utilisateur autorisé. Ils avaient utilisé mon crédit en silence, en arrière-plan, pendant des années. Tout s'effondrait, et il était temps. Le pire dans la trahison, c'est de réaliser depuis combien de temps elle se produisait, pendant que vous ne faisiez pas attention. Je pensais être généreuse, solidaire. Mais maintenant, je voyais clair. Il m'avait manipulé sous tous les angles, volant, falsifiant, mentant, et j'avais été trop épuisé pour le remarquer. Le lendemain matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes et j'ai commencé à écrire tout ce dont je me souvenais. Chaque compte que j'avais ouvert pour Jake, chaque urgence d'Amanda. Chaque fois que mes parents me disaient d'être la plus intelligente. La liste était longue. À midi, j'avais 4 ans d'exploitation silencieuse, documentée avec des reçus, des captures d'écran et des sauvegardes numériques. J'ai tout envoyé à mon avocate et je lui ai dit que j'étais prête à aller de l'avant avec tout, les plaintes à la police, le dossier de fraude fiscale, le litige avec l'agence de recouvrement, et le démêlage financier. Elle m'a demandé si je voulais poursuivre en dommages et intérêts civils. Je n'y avais même pas pensé. Je peux, ai-je demandé. Tu peux, a-t-elle dit. Et tu gagnerais. Quelque chose en moi s'est éclairci. Oui, je le ferai. Pas par vengeance. Même pas pour l'argent, mais parce que j'en avais fini d'avoir peur de leur colère, de leur culpabilisation, de leur chaos. S'ils voulaient brûler les ponts, j'allais leur tendre les allumettes et regarder. Plus tard dans la nuit, Ava coloriait par terre quand j'ai reçu un message de ma mère.
Ton frère m'a dit que tu le poursuivais en justice. C'est la famille, Tommy. Pourquoi essaies-tu de la détruire? J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis un autre est arrivé. Nous t'avons élevé mieux que ça. Non, il ne l'avait pas fait. Il m'avait élevé à croire que l'amour signifiait tolérer les abus, que le silence était une force, que survivre signifiait porter les fardeaux des autres, peu importe leur poids. J'ai désappris tout ça par moi-même. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai appelé Ava, je l'ai prise sur mes genoux, et je lui ai demandé si elle voulait faire un petit voyage. Comme des vacances, a-t-elle demandé, les yeux grands ouverts. Juste un week-end, toi et moi. Elle a hoché la tête si vite que ça m'a fait rire. Le lendemain, j'ai réservé un chalet à 2 heures de route, un endroit calme, entouré d'arbres où je pouvais respirer. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fait nos bagages. Pas de texto, pas d'appel, pas de drame, juste nous. Le chalet était petit mais chaleureux, avec un poêle à bois et une immense fenêtre donnant sur la forêt. Ava a passé la plupart du week-end à ramasser des pierres et à faire semblant que c'était des trésors. Nous avons cuisiné des pâtes sur une petite cuisinière et lu des livres à la lampe de poche quand le courant a vacillé à cause de l'orage dehors. C'était les 48 heures les plus paisibles que j'avais eues depuis des années. Quand nous sommes rentrés, j'ai rallumé mon téléphone. 37 appels manqués, des dizaines de textos, un message vocal d'Amanda qui commençait par « Tu crois que tu as gagné » et se terminait par quelque chose qui ressemblait à de la supplication. Puis un dernier message de Jack. J'ai perdu mon travail. Les parents d'Amanda ne veulent pas nous aider. Nous allons perdre la maison. Tu vas vraiment laisser ça arriver à ta propre famille? Oui, je le ferai. Parce que j'avais ma propre petite famille maintenant, juste moi et Ava. Et plus il s'enfonçait, plus je me sentais légère. Mon avocate a appelé cette nuit-là et a dit que Jack avait enfin répondu à la mise en demeure. Pas avec un avocat, pas avec des excuses, mais avec une lettre manuscrite. Elle me l'a lue au téléphone. C'était pathétique. Il accusait Amanda, accusait le stress, m'accusait moi, disait qu'il ne savait pas à quel point les choses étaient graves, prétendait qu'il ne voulait blesser personne, disait qu'Ellie souffrait. Mais jamais, pas une seule fois, il n'a pris ses responsabilités. J'ai dit à mon avocate d'aller de l'avant avec tout. Geler ce qui pouvait être gelé. Déposer ce qui pouvait être déposé. Les effacer de chaque document, de chaque compte, de chaque obligation. Tout réduire en cendres. Cette nuit-là, Ava s'est endormie avec sa main dans la mienne. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Les formalités juridiques ont été finalisées fin janvier. Chaque compte que Jack avait touché à mon nom, fermé. Chaque débit frauduleux, contesté. La plainte pour fraude fiscale était maintenant officiellement examinée par le fisc, et j'étais reconnue comme la seule tutrice légale d'Ava dans les dossiers. L'agence de recouvrement a été informée du vol d'identité, et j'avais un rapport de police pour le prouver. Je n'étais plus lié à eux d'aucune manière, et cela semblait irréel. Pendant des semaines, j'ai continué à attendre que quelque chose me ramène en arrière. Un appel de ma mère, un message d'Amanda faisant comme si de rien n'était. Peut-être même de fausses excuses, dramatiques et creuses, implorant une autre chance. Mais il n'y a eu rien. Puis, un mardi matin au hasard, j'ai reçu une enveloppe, manuscrite. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte, m'attendant à un autre discours culpabilisant de Jack. Ce n'était pas ça. C'était Delly. D'une écriture tremblante et enfantine, elle disait qu'Ava lui manquait. Qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais en colère contre ses parents. Que son père disait que j'étais méchante. Mais elle se souvenait que je faisais les meilleurs croque-monsieur. Elle demandait si Ava pouvait venir dormir à la maison bientôt. Je l'ai lu 2 fois, et puis j'ai pleuré, parce que sous toute la colère et les décombres, il y avait encore une enfant, prise au milieu, apprenant encore à qui être loyale. Et je savais qu'elle ne faisait que répéter ce qu'elle entendait à la maison. Mais ça faisait quand même mal, parce que ce n'était qu'une enfant. Une enfant à qui j'achetais du matériel de dessin. Une enfant que j'aidais avec ses devoirs quand Jack et Amanda étaient trop occupés à se disputer dans l'autre pièce. Je n'ai pas répondu. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir, non pas parce que je gardais espoir, mais parce que j'avais besoin du rappel que le pardon et l'accès sont 2 choses différentes. On peut pardonner à quelqu'un en silence, à distance. On ne lui doit pas sa paix. On ne lui doit pas sa présence.
La semaine suivante, l'école d'Ava organisait une journée des familles. Bricolage, maquillage, ces petits gobelets de limonade qui coûtent trop cher. Je les regardais peindre un cœur de travers et écrire maman au centre avec des paillettes violettes. Elle m'a regardé avec ce grand sourire édenté et a dit, c'est toi et moi pour toujours. C'est ça. C'est ça. Après tout ce que j'ai perdu cette année, j'ai gagné une chose que je ne savais même pas me manquer. La clarté. J'avais passé tant d'années à maintenir cette famille unie, à retenir mon souffle pendant les fêtes, à avaler les insultes, à prétendre que l'amour était plus fort que le manque de respect. Mais j'ai finalement réalisé quelque chose que personne n'avait jamais dit à voix haute. On a le droit de s'éloigner des gens qui ne vous aiment pas comme vous avez besoin d'être aimé, même s'ils sont de votre sang. Surtout s'ils sont de votre sang. Je n'ai pas répondu à la lettre. Je n'ai pas répondu au dernier message vocal que Jake m'a laissé 2 semaines plus tard, celui où il a finalement admis qu'il était peut-être allé trop loin. Je n'ai pas envoyé de carte de Noël, ni pris de nouvelles de mes parents, ni appelé personne quand l'anniversaire d'Amanda est passé. J'ai coupé le cordon, et je n'ai jamais regardé en arrière. Ava et moi avons commencé de nouvelles traditions. Nous avons accroché des lumières en avril, mangé des crêpes pour le dîner tous les vendredis, construit des forts en couverture, dit « je t'aime » tous les jours. Même si nous allions juste faire les courses. Nous n'avions pas besoin de grands discours. Nous avions juste besoin l'une de l'autre, parce qu'au bout du compte, elle était la seule qui me voyait. Et j'apprenais enfin à me voir moi-même.